En 1876, le capitaine Nathan Algren vit avec les souvenirs de batailles sanglantes menées contre les Sioux. Fort de son expérience au combat, il devient conseiller militaire pour le compte de l'empereur japonais, soucieux d'ouvrir son pays aux traditions et aux commerces occidentaux et d'éradiquer l'ancienne caste guerrière des samouraïs. Mais ceci influe sur le capitaine Algren qui se retrouve bientôt pris entre deux feux au cœur d'une confrontation entre deux époques et deux mondes avec, pour le guider, son sens de l'honneur. Ça, c'est le synopsis du film Le Dernier Samouraï sorti en 2003, c'est avec Tom Cruise, sauf que c'est pas du tout ça. Alors le film est très bien, hein, aucun problème là-dessus. Le seul petit bémol, c'est qu'il s'inspire librement d'une histoire vraie et qu'à l'origine, ça n'était pas du tout un Américain, mais bien un Français. Merci Hollywood. Ce Français, c'est Jules Brunet, envoyé en mission diplomatique au Japon par Napoléon III en 1867, et dont la mission a été de former les shoguns à la guerre moderne, au cœur de leur conflit avec l'empereur du Japon. Je vais dire quelques mots sur le film, mais c'est surtout de son histoire, la véritable histoire du dernier samouraï dont je vais vous parler aujourd'hui. La vidéo du jour est sponsorisée par nos amis des éditions Vox Gallia. Vox Gallia, c'est une maison d'édition qui vous propose des livres d'histoire en rapport avec le Moyen-Âge. Ils ont une très belle collection d'une vingtaine de livres que je vous invite à découvrir. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter leur dernière parution, le livre de Franz Brentano, membre de l'Institut, Ce qu'était un roi de France. Dans cet ouvrage, l'auteur brosse toute la période monarchique avec pour but de détruire les idées reçues qui circulent à propos de nos rois et de leurs fonctions. On y apprend ce qu'était vraiment un roi de France, au-delà des clichés révolutionnaires et comment ce dernier était perçu par l'opinion. C'est le livre idéal si vous souhaitez vous faire une vraie idée de cette thématique et aller à rebours de tous les poncifs sur le sujet. Si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien en description et aussi à découvrir tout le reste du catalogue Vox Gallia. C'est vraiment très intéressant et sachez qu'avec le code ROI 2022, les frais de port vous seront offerts. Je compte sur vous pour les soutenir. Alors, Le Dernier Samouraï, quelques mots sur le film tout d'abord, même si j'ai pas grand chose à dire en soi, le film est bien, quoi. C'est un film hollywoodien assez classique. Il y a une bonne mise en scène, la BO c'est du Hans Zimmer, donc rien à redire, la photographie est très bien, et c'est plutôt bien joué. Et surtout, le film n'a pas vocation à être historiquement correct, donc je pourrais lui tomber dessus. Par exemple, il y a des petits détails comme le fait que les samouraïs dans le film se battent avec des katanas, alors qu'à cette époque, les armes à feu étaient largement répandues, même les canons. Donc bon, ça serait tiré sur l'ambulance, et je vais pas pinailler là-dessus. Là où j'aurais à redire, par contre, c'est que moi je suis toujours fasciné par le fait que les Américains, n'ayant pas ou peu d'histoire, ils vont toujours aller puiser dans l'histoire des autres, en les assaisonnant bien sûr à leur propre vision du monde. Et encore une fois, je me répète en boucle, mais ça me fait chier, mais c'est à nous de faire nos propres films sur notre propre histoire. En l'occurrence, là ça aurait été magnifique, parfait, parce que le dernier samouraï n'était pas un Américain, pas Tom Cruise, mais un Français, Jules Brunet. Donc c'est lamentable des deux côtés. Justement, en parlant du scénario et de l'histoire, c'est là où on retrouve les plus gros problèmes, parce que le film est une sorte de réadaptation de Danse avec les loups, sauf qu'à la place de Kevin Costner, c'est Tom Cruise, et à la place des Indiens, ce sont des Japonais et des samouraïs. On retrouve là une romance digne d'Hollywood, une histoire bien romancée à leur sauce, et c'est surtout très manichéen dans le film. On a d'un côté le clan de l'empereur qui veut faire entrer le Japon dans l'ère moderne, industrielle et ouverte au monde, et de l'autre le clan du shogun, des samouraïs, qui représente la société traditionnelle. Alors en soi, c'est une réflexion assez intéressante sur ce sujet, sur cette opposition justement entre le monde moderne et le monde traditionnel, mais dans la réalité, c'était bien plus complexe que ça. Et je vais pas pinailler, voilà, c'est un film, mais je suis juste là pour vous recontextualiser les choses, historiquement parlant, et surtout pour vous parler de Jules Brunet, le vrai dernier samouraï. Le contexte historique, en cette seconde moitié du 19e siècle, on a un Japon coupé en deux. Depuis 1600, début de l'époque Edo, le pays est gouverné par un shogun et l'empereur n'a qu'une fonction symbolique et religieuse. Le Japon vit en totale autarcie ou presque, on est dans une société traditionnelle, de caste et féodale. Sauf que dans les années 1850, les Américains viennent apporter la démocratie avec de gros navires de guerre et le shogun consent, pour éviter l'affrontement, à ouvrir son pays au commerce avec eux
ainsi qu'ensuite avec la Russie, l'Angleterre et la France. C'est ce qu'on appelle la convention de Kanagawa. Face à cela, la noblesse japonaise de l'ouest du pays s'indigne, estime qu'il aurait fallu consulter l'empereur avant de signer cette convention et se révolte. Alors on assiste, pour aller vite, je vous résume simplement, à un affrontement entre le clan du shogun et celui de l'empereur. À partir de 1866, la guerre éclate, les deux camps s'affrontent et c'est dans ce contexte que l'année suivante, 1867, une mission française est envoyée par Napoléon III. Elle débarque dans le pays pour soutenir le parti du shogun. Le but, c'est pas d'intervenir directement, c'est de former les samouraïs à la guerre moderne. Et au sein de cette mission commandée par le capitaine Chanoine, figure notre fameux Jules Brunet. Jules Brunet, c'est un ancien de l'expédition du Mexique, décoré de la Légion d'honneur. Il est lieutenant d'artillerie, il est grand, athlétique, robuste, charismatique, et c'est un excellent élément de l'armée française. C'est même un artiste parce qu'il va réaliser beaucoup de croquis, d'aquarelles sur le Japon, les paysages japonais, et même un portrait du shogun debout, ce qui était du jamais vu. Et rapidement, il va gagner la confiance des samouraïs, qui apprécient beaucoup son éloquence et son intelligence, et lui-même va tomber en admiration devant leur culture, leur tradition et leur mode de vie. La lutte continue, mais elle tourne à l'avantage des troupes de l'empereur Meiji. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le shogun est en infériorité, son armée subit des revers, et ainsi en 1868, le pouvoir est restitué à l'empereur. C'est à ce moment que Napoléon III, qui est bien embarrassé de cette situation, déclare la neutralité de la France et rappelle sa mission du Japon. Donc tout le monde s'en va, à part une poignée d'hommes, bien décidés à poursuivre le combat aux côtés du shogun et des samouraïs, à la tête de ces irréductibles, Jules Brunet. Il décide de démissionner de l'armée et de rester sur place pour continuer à se battre pour, dit-il, je cite, « continuer à servir la cause française en ce pays ». Sa démission est refusée, mais on est bien embarrassé côté français parce qu'on n'a pas envie de sanctionner cet homme qui est un excellent élément. Alors Brunet se retrouve placé en congé sans solde et peut poursuivre son aventure. Il se retrouve conseiller du ministère de la guerre du shogun et va continuer de former les samouraïs à la guerre moderne dans la lutte inégale qui les oppose à l'empereur qui est soutenu par toutes les autres puissances occidentales. Tout ça jusqu'au 30 juin 1869, date à laquelle l'armée impériale se lance à l'assaut du dernier bastion du shogun, Ezo. Jules Brunet participe à ce combat épique, mais malheureusement, malgré sa bravoure et celle de ses compagnons, ils sont 800 contre 8000, la bataille est perdue. Jules Brunet, quant à lui, au dernier moment, parvient à éviter d'être fait prisonnier. Il embarque à bord de la frégate Coët-Logon et rentre en France. C'est la fin de son épopée japonaise dans laquelle il aura été engagé jusqu'au bout. Jules Brunet est donc maintenant de retour en France, mais forcément, il va y avoir des conséquences, d'autant que l'empereur du Japon réclame des sanctions exemplaires à l'encontre de cet officier déserteur qui a servi une cause contre les ordres de son gouvernement. Heureusement pour lui, en France, tout le monde l'aime, Napoléon III le premier. Il va donc être décidé de faire croire au Japon que Jules Brunet a été révoqué, alors qu'en fait, pas du tout, il écope juste d'un blâme et on lui demande de se faire discret. Et ça passe. Brunet va continuer sa carrière dans l'armée, il va même être nommé directeur de la manufacture d'armes de Châtellerault. Lors de la guerre franco-prussienne de 1870, il est capitaine au régiment d'artillerie de Metz, puis il participe à la répression de la commune de Paris. Ouin ouin, tout ça, on a compris. Finalement, en 1895, l'empereur du Japon, qui est en visite à Paris, ne l'a pas oublié, et malgré le fait qu'il ait été un adversaire à sa cause, il reconnaît sa bravoure, son dévouement, son idéalisme, et il l'élève au grade très prestigieux de grand officier du trésor sacré du Mikado. Il mourra en 1911, laissant derrière lui le souvenir d'un homme exemplaire, courageux, et qui n'aura jamais hésité à se battre pour ce en quoi il croit. Voilà la véritable histoire du dernier samouraï, Jules Brunet, cet officier français qui, malgré les conventions internationales, a risqué sa vie et son poste par idéalisme afin de combattre pour une cause qui lui était chère, pour une culture et des traditions qu'il avait assimilées, celle du shogun et de la société traditionnelle japonaise. Voilà ce qu'on aurait aimé voir comme film dans notre cinéma français. Au lieu de ça, on a eu un remake américain de Danse avec les loups à la sauce japonaise, qui est, je le répète, certes un bon film, mais ça laisse quand même un arrière-goût d'amertume. J'en reviens toujours à la même conclusion, le cinéma français doit prendre en main notre histoire. Alors petit à petit, les choses bougent.
tout doucement, on en voit avec quelques projets, on le voit avec ce que font les studios du Puy du Fou en ce moment, mais j'espère que ça va continuer et que d'ici quelques années, ça se matérialisera davantage parce que franchement, pour moi, c'est un rêve. Merci à tous, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez soutenir mon projet, ma chaîne, rien de plus simple, vous vous abonnez à la chaîne. Et si vous êtes motivé, vous lâchez même un petit like et un commentaire. En plus, maintenant, je lis les commentaires, alors magnifique. N'oubliez pas d'aller voir notre sponsor, les éditions Vox Gallia. Eux aussi, il faut les soutenir. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.